Nous enchaînons tout de suite sur un exposé dont le titre fait écho de Joël Chandelier. Joël Chandelier qui est aussi un historien de la médecine dans les traditions, en particulier du canon d'Avicenne et sur l'histoire des sciences en général. Et donc, le titre de sa communication est « Que le médecin ne doit pas être philosophe, philosophie et médecine en Al-Andalus au XIIe siècle ». Merci. Alors, voilà, merci beaucoup. Je présenterai les textes en fait directement sur le PowerPoint. Ce sera un peu plus simple que d'avoir un handout un peu énorme. Je ne lirai pas tout d'ailleurs, donc je laisserai un petit peu si vous voulez les regarder pendant que je parle. Alors, je voudrais commencer par une petite anecdote qui est fort connue des spécialistes de la médecine du XIIe siècle, et notamment de la médecine arabe, écrite en arabe. On la trouve dans le recueil de biographies des médecins écrit au XIIe siècle par le médecin lui-même, Ibn Abi Usaybiya, donc à propos d'un médecin andalou, Abu Ala ibn Zour. Et je vais vous lire cette petite anecdote. C'est de son vivant, pardon, donc de ce Abu Ala ibn Zour, que le canon d'Avicenne atteint pour la première fois l'Occident, c'est-à-dire l'Occident musulman. L'Égyptien Ibn Joumaï dit dans son livre intitulé « Clarification de quelques points obscurs du canon » qu'un marchand avait apporté une belle copie du canon d'Irak en Al-Andalus et l'avait donné en cadeau à Abu Ala ibn Zour, qui ne l'avait jamais vu. Après l'avoir lu, Abu Ala le rejeta avec mépris, refusant de l'introduire dans sa bibliothèque et coupant ses marges pour y écrire des prescriptions pour ses patients. Alors, cette anecdote est très connue et elle nous est transmise par deux voix, par cette voix-ci, donc le texte de la biographie du personnage dont il est question, dont on reparlera, mais aussi par le texte de ce commentaire au canon d'Avicenne, décrit donc en Égypte à la fin du XIIe siècle par ce médecin qui était un médecin de Saladin. Or, dans ce texte, donc, qui a été donc, signalé par Emily Savage-Smith, l'anecdote est un peu plus longue, puisqu'elle raconte la même chose, on voit que c'est de là que l'a tiré Ibn Abi Usaybiya, mais c'est la dernière phrase qui m'intéresse, donc les deux dernières lignes. Et tu as mentionné qu'il fut dit que le livre ne convenait pas à celui qui commence l'étude de la médecine en raison des termes inhabituels et des considérations philosophiques qu'il contient. Et évidemment, ici, on a l'explication, en tout cas au moins pour ce commentateur égyptien du XIIe siècle, l'explication du refus de prendre le canon d'Avicenne, c'est-à-dire l'existence d'un langage philosophique et, de manière générale, du mélange entre philosophie et médecine au sein de ce qui est une grande encyclopédie médicale rédigée donc au début du XIe siècle. Alors, la question que je vais me poser aujourd'hui, c'est de savoir si cette position de ce médecin tout début du XIIe siècle, andalou, est une position isolée, originale, ou si, au contraire, elle est partagée par d'autres médecins, à un moment où le canon d'Avicenne, en particulier, connaît un succès grandissant en Orient, et d'ailleurs, Ibn Joumaï est l'un des premiers, si ce n'est le premier commentateur du canon d'Avicenne, premier d'une très longue série de commentaires qui dépasseront même le Moyen-Âge. Donc je vais procéder en deux temps. D'abord, je m'intéresserai à un panorama de la médecine andalouse du XIIe siècle, assez rapide. Puis, je m'intéresserai à ce que disent les auteurs eux-mêmes du rapport entre médecine et philosophie. Alors, commençons par les œuvres des médecins andalous du XIIe siècle. Je les divisais en trois périodes. Une première période qui correspond au premier tiers du XIIe siècle, la deuxième à un très long milieu du XIIe siècle, et enfin une troisième période qui correspond à la fin du siècle et au début du XIIIe siècle. En gros, jusqu'à la chute d'Al-Andalus, ou à peu près. Alors, j'ai mis assez rapidement la liste, vous allez avoir ici la liste d'à peu près l'essentiel des œuvres médicales produites en Al-Andalus au XIIe siècle. Je me suis basé sur diverses sources, c'est certainement pas une liste complète, et j'exclus certains médecins comme Maïmonide, par exemple, dont l'essentiel de l'œuvre a été écrite hors d'Al-Andalus. Ça pourrait se discuter, mais on verra que ça ne changera pas le panorama. Alors si on prend la première génération, donc le premier c'est celui dont on a parlé, celui qui a refusé d'introduire le canon d'Avicenne dans sa bibliothèque,
On a ici, donc, la liste de ces ouvrages médicaux. On voit, donc je ne vais pas détailler évidemment tout, hein, on voit essentiellement des ouvrages de pharmacologie ou de pharmacopée, quelques commentaires, ou en tout cas polémiques, discussions autour d'œuvres écrites par des auteurs écrivant en langue arabe, hein, Razi, Ibn Ridwan, Hunayn ibn Ishaq, etc., ainsi que des experimenta, donc des recueils d'expériences, et le livre des notes médicales est vraiment un ouvrage tout à fait introductif en destination de son fils. Abou Salt, donc, qui est très connu surtout pour ses œuvres astronomiques, a écrit aussi donc, un ouvrage sur les médecines simples et un ouvrage qui reprend exactement à peu près le même titre et le même sujet que l'ouvrage de son contemporain Ibn Zur, hein, c'est-à-dire une défense de Hunayn, le plus grand traducteur des œuvres de Galien, contre des critiques qui lui avaient été portées. Et enfin, Ibn Bajjah, dont on a parlé ce matin, philosophe bien sûr, mais aussi médecin, hein, qui a commenté quelques œuvres de Galien, comme vous le voyez, a écrit quelques ouvrages de pharmacopée et de thérapeutique. Voilà pour cette première génération. Passons rapidement à la deuxième. On a donc Ibn Zur, mais cette fois Abu Marwan, c'est-à-dire le fils du précédent. Hein, c'est toute une génération, avec 6 générations de médecins Ibn Zur. Donc très connu pour le premier ouvrage, le Kitab al-Taïsir, hein, dont on parlera tout à l'heure, qui est en fait un manuel de pratique médicale, hein, un long ouvrage. Puis donc des ouvrages essentiellement portant sur la pharmacopée, les médicaments, et quelques ouvrages de thérapeutique. Le dernier ouvrage est en fait un ouvrage d'introduction à la médecine. Son titre est un petit peu trompeur. Ibn Tufayl, donc le philosophe, a écrit un poème long sur la médecine, donc sur le modèle d'ailleurs du poème d'Avicenne dont on reparlera, donc un poème thérapeutique essentiellement, hein, pratique. Al-Tarjali, qui était le maître d'Averroès, a écrit des ouvrages de thérapeutique a priori perdus, en tout cas je ne les connais pas, mais ils sont mentionnés dans la notice que lui consacre Ibn Abi Usaybiya. Et enfin Averroès, hein, évidemment bien connu, vous voyez qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages médicaux. Précisons tout de même que les 2 premiers sont des ouvrages longs, hein, le Colligette, donc son ouvrage introductif à la médecine, le commentaire au poème de la médecine. Les autres sont beaucoup plus courts, hein, ce sont des courts commentaires, hein, des paraphrases aux œuvres de Galien, et quelques traités très ponctuels sur des points de pharmacopée ou de thérapeutique. Troisième génération, moins dense, peut-être est-ce un problème de mes recherches. Donc le petit-fils, Ibn Zur, hein, qui a écrit un ouvrage sur la thériaque dédié au calife Almohad, hein, Al-Mansour. Un autre médecin, Al-Garnati, donc, qui est surtout connu pour avoir accompagné Ibn Jubayr lors de son voyage à la Mecque, qui nous a raconté dans sa Risala, donc il a écrit un régime de santé dédié au même calife Al-Mansour. Ibn Tumlus, un élève d'Averroès, hein, qui est aussi philosophe, qui a écrit un commentaire à la rhétorique, notamment, commentaire au poème de la médecine d'Avicenne, et enfin, donc ce médecin peu connu, qui a écrit des ouvrages de pharmacologie et de pharmacopée. Voilà donc le panorama, peut-être donc, comme je l'ai dit, pas complet, mais en tout cas quand même assez général de ces œuvres. Alors je me suis proposé de les classer par thème, par type d'ouvrage et par sujet abordé. Alors si on regarde cette liste, on voit l'existence de 2 ouvrages d'introduction, donc ce sont de courts ouvrages, des mémorandas souvent dédiés à des élèves ou à des fils. L'ouvrage de médecine théorique unique, donc il y a 43 traités et 11 auteurs, hein. C'est le Colligette d'Averroès. Les commentaires sur les autorités grecques, en fait, ce sont tous les commentaires à Galien, hein, que j'ai évoqués essentiellement, enfin même uniquement, d'Ibn Bajjah et d'Averroès, et quelques commentaires aussi à Hippocrate. Commentaires à des auteurs arabes, le terme de commentaire est un petit peu exagéré, en tout cas c'est discussion autour des œuvres des auteurs arabes, que ce soit des commentaires ou pas. Enfin, thérapeutique, donc expérimenta et régime de santé. Alors, on voit, ce qui est marquant, c'est la faible importance de la médecine théorique, hein, dans ces ouvrages, même s'il faut la tempérer par le fait que la plupart des commentaires aux autorités grecques, en fait, portent sur des questions d'ordre théorique. Hein, par exemple, sont commentés 2 fois, une fois par Averroès, une fois par Ibn Bajjah, le De Elementis, hein, sur les éléments de Galien. On a 4 commentaires différents sur le thème des complexions, hein, donc l'ouvrage sur les complexions d'Averroès, et 2 sur les facultés naturelles, donc des traités, hein, de physiologie qui relèvent, selon les classifications habituelles, de la médecine théorique. Également 2 commentaires au premier aphorisme d'Hippocrate, le seul premier aphorisme d'Hippocrate, c'est-à-dire
l'occasion pour les médecins, en l'occurrence Ibn Bajjah pour le premier, de développer leur conception de la nature de la discipline médicale. Pour ce qui est des commentaires aux auteurs arabes, ce sont là aussi souvent des questions théoriques qui sont abordées. Je ne vais pas m'attarder. Alors, maintenant, je propose une classification, alors qui est tout à fait brutale, donc on peut tout à fait la discuter, mais je vais essayer de la justifier, entre ce que je pourrais appeler les philosophes médecins et les médecins praticiens. Alors, vous aurez le temps de me critiquer après dans le choix. La motivation, ce sont d'un côté les auteurs qui ont écrit des œuvres philosophiques et pour qui, disons, dans l'ensemble de leur œuvre, la philosophie semble première et que la médecine plutôt seconde. En tout cas, ils sont plus connus et leurs ouvrages de philosophie ont une place plus importante dans leur œuvre. De l'autre, des médecins qui, s'ils ne sont pas que médecins, comme Maboussal par exemple, n'ont pas écrit a priori d'ouvrages vraiment philosophiques ou alors très ponctuellement. Donc c'est une classification de ces différents auteurs assez, donc je vous dis, brutale, mais je vais essayer de la justifier. Si maintenant on regarde, on répartit les œuvres en fonction de ces auteurs, eh bien on voit que du côté des philosophes médecins, le seul ouvrage de médecine théorique a été rédigé par Averroès. L'ensemble des commentaires sur les autorités grecques sont dans cette partie, les 11 sont écrits par ces philosophes médecins. Pour ce qui est des commentaires aux auteurs arabes, ce sont les 2 commentaires à Avicenne, les 2 commentaires au poème de la médecine d'Avicenne. Et pour la pharmacologie et pharmacopée, qui formaient, je vous le rappelle, quelque chose de très important, 11 ouvrages, c'est le plus important avec les commentaires aux autorités grecques, et en taille, vu la taille des ouvrages, c'est de loin le plus important. Il y en a 4, mais dans ces 4, beaucoup relèvent de pharmacologie théorique, c'est-à-dire vraiment comment fonctionne un médicament, donc des choses qui ne sont pas du tout de la pharmacopée et de la fabrication concrète des médicaments. Quelques ouvrages de thérapeutique, un régime de santé, mais qui est en fait un ouvrage théorique, et pas un ouvrage dédié à un prince, donc pas un régime de santé appliqué, et aucun expérimenta. Si maintenant on regarde de l'autre côté, eh bien on a une organisation différente. Les ouvrages d'introduction sont tous du côté des praticiens. Enfin, praticien est un terme vraiment exagéré, mais disons que c'est pour un peu marquer la différence. Aucun commentaire sur les autorités grecques, beaucoup plus de pharmacopée et de pharmacologie, un peu plus de thérapeutique, et les expérimenta sont de ce côté-là. Donc, si on fait cette répartition, comme je l'ai dit, qui est tout à fait critiquable, mais qui me semble quand même suggestive, on voit qu'il y a quand même une distinction assez nette entre 2 types d'auteurs. D'un côté, ceux qui correspondent aux auteurs, disons, avec une tendance philosophique, ou en tout cas qui écrivent des œuvres de philosophie, c'est-à-dire des commentaires à Aristote, par exemple. Donc des auteurs qui s'intéressent surtout à la médecine théorique et aux aspects physiologiques, de manière générale. Et de l'autre côté, ceux qui n'écrivent pas de philosophie, ou très peu, qui, eux, sont plutôt concentrés, en tout cas dans leurs écrits, sur la pharmacopée, la pharmacologie, la thérapeutique et, disons, la médecine pratique en général. La question qu'on peut se poser, c'est évidemment pourquoi. Alors évidemment, la réponse pourrait être très simple, on pourrait tout à fait dire, là c'est normal, après tout, on a d'un côté des philosophes qui font de la philosophie, de l'autre des médecins. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ces philosophes médecins sont bien médecins, et ont eu, au moins pour certains d'entre eux, une véritable pratique de la médecine. Et par ailleurs, si on se place en Orient, on a des philosophes médecins, ou des médecins philosophes, qui sont presque autant philosophes que médecins. Je pense par exemple à Razi. Razi se présentait lui-même comme médecin et philosophe, avec une ambition dans les 2 disciplines. Et ce que je vais montrer maintenant dans la deuxième partie, c'est que cette répartition, en fait, n'est pas juste une vision de l'esprit a posteriori, que je présenterai en classant un peu arbitrairement les auteurs, mais elle vient en fait de la conception de la médecine que les auteurs andalous du XIIe siècle avaient eux-mêmes. Alors pour ça, maintenant, après ce panorama très rapide des œuvres, je vais rentrer dans les textes et vous montrer une série de textes qui illustrent ce point de vue. Commençons par Ibn Bajjah, qui est le plus ancien des philosophes médecins que j'ai évoqués. Je mentionnerai 2 textes, le premier qui n'est pas un texte de médecine, le deuxième qui en revanche est un commentaire au premier aphorisme d'Hippocrate. Alors, ces 2 textes nous discutent de la nature de la discipline médicale et de son statut. Le premier, en fait, est tiré du commentaire à Farabi, et Farabi a un rôle fondamental dans cette conception de la médecine, on va le voir, où Ibn Bajjah a expliqué quelles étaient les différentes sciences. Il a fait la liste en analysant les différents types de sciences existants dans la connaissance. Et après cette liste, que je ne vous ai pas remise,
il évoque certaines disciplines qui ne sont pas des sciences, et il discute le statut un peu particulier de certaines d'entre elles. Et ici, on a donc le passage sur la médecine et d'ailleurs l'agriculture. Donc, la première phrase, c'est la fin. Ce sont là des arts syllogistiques, donc ceux qu'il vient d'évoquer, toutes les sciences et la philosophie, dont l'opération et le but, une fois accompli, consiste en la mise en œuvre de syllogismes. Parmi les arts pratiques, certains usent donc aussi des syllogismes, comme la médecine et l'agronomie, mais on ne les appelle pas syllogistiques, car leur but ultime n'est pas de discourir et d'utiliser le syllogisme, mais de faire une quelconque action. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise le syllogisme qu'on devient une science, c'est le but ultime de la discipline, l'action ou la connaissance. Deuxième texte d'Ibn Bajjah, donc son commentaire au premier aphorisme d'Hippocrate, donc qui est un texte vraiment de théorie de la médecine, parce que, évidemment, dans ce texte, il n'y a pas vraiment de médecine concrète qui est évoquée, donc je n'ai pas besoin de rappeler, enfin je vais quand même le rappeler, on ne sait jamais, cet aphorisme donc, qui commence la vie est courte, l'art est long, c'est ça qu'il commente au début, la vie est trop courte pour l'art de la médecine. Et voilà ce que dit Ibn Bajjah: les principes en médecine sont tirés de ce que l'on connaît par l'expérience. Dans les temps anciens, il y avait des hommes qui se limitaient à ce qu'ils avaient appris à travers la perception sensible, et émergea parmi eux un art empirique. Mais cela arrive rarement de nos jours. Il semble que certains ne se contentent pas de ce que l'on tire de l'expérience, sans que d'autres n'aient fait la même expérience et l'emploient comme principe de connaissance. Donc ici, on trouve dans ce texte, de manière très voilée, très indirecte, mais une sorte de plaidoirie, en tout cas une critique, de l'abandon de l'empirisme médical de la part des hommes de son temps, donc des médecins du début du XIIe siècle, en tout cas de ceux qui ont précédé immédiatement Ibn Bajjah. Donc, pour Ibn Bajjah, la médecine est un art fondé sur un empirisme, sur une expérience qui est évidemment tout à fait partagée par tout le monde, mais on va voir que cette idée va être systématisée et radicalisée par Averroès. Prenons la définition que donne Averroès dans le Colligette de la médecine, définition très connue qui se trouve tout au début du texte, c'est vraiment les premiers mots quasiment du Colligette. Nous disons que l'art de la médecine est un art opératoire tiré de principes vrais par lequel on recherche la conservation de la santé du corps humain et la suppression de la maladie selon ce qui est possible dans chaque corps. Le but de cet art n'est pas de guérir obligatoirement, mais de faire ce qui est nécessaire selon la mesure qui convient et au moment qui convient, puis d'attendre que survienne le résultat, comme dans le cas de l'art de la navigation ou la conduite des armées. Et Ibn Bajjah pourra ajouter l'agriculture. Alors, que nous dit cette définition? La médecine est un art opératoire, un art concret. Le but est l'action. C'est vraiment la même idée que celle évoquée par Ibn Bajjah. Mais aussi, c'est un art que l'on qualifie, donc depuis l'Antiquité, d'un art stochastique, c'est-à-dire d'un art dont les résultats ne sont pas certains. Ce n'est pas parce qu'on a le meilleur médecin qui applique la meilleure thérapeutique que le patient va être soigné et va survivre. Il y a une part de hasard, de choses non maîtrisables au sein de la médecine, ce qui fait qu'évidemment, elle n'a pas de certitude. Elle ne peut pas du tout avoir de certitude. Reste le dernier point sur lequel je vais m'attarder maintenant. Dans le début de la phare, un art opératoire tiré de principes vrais. Et la question, évidemment, c'est que sont ces principes vrais? Averroès explicite, juste après, ou un peu plus loin, ce que sont ces principes. Il dit: il est nécessaire de connaître d'abord les arts dont elle reçoit beaucoup de ces principes. Et il va diviser en deux parties. Nous disons que certains de ces arts, donc qui donnent leurs principes à la médecine, sont spéculatifs, à savoir la science naturelle, donc c'est-à-dire la philosophie naturelle, et d'autres sont pratiques, et parmi eux, l'art médical expérimental, et également l'art de l'anatomie, c'est-à-dire l'empirisme et l'anatomie, donc l'observation des corps. Que dit-il sur la science naturelle? Quant à la science naturelle, elle fournit de nombreuses choses sur les causes de la santé et de la maladie, notamment les causes lointaines, comme les éléments ou autres. Et on retrouve les éléments ici, et on comprend très bien pourquoi Averroès, comme Ibn Bajjah, ont commenté le livre de Galien sur les éléments, puisque ça relève directement des principes de la médecine spéculatifs. Principes spéculatifs. La dernière phrase est évidemment importante. Étant donné que le maître de l'art ne peut pas, en tant qu'il est maître de cet art, c'est-à-dire la médecine, connaître les principes reçus dans cet art, sauf en tant que maître d'un autre art, c'est un peu complexe comme formulation, mais le maître de la médecine ne peut pas connaître les principes de la médecine, et vraiment les connaître, c'est-à-dire être capable de les démontrer, sauf s'il est lui-même maître dans un autre art, c'est-à-dire la philosophie naturelle. Il est donc nécessaire qu'il emprunte ces principes dans son art, là où ils sont connus, c'est-à-dire dans la philosophie. Donc,
je n'ai pas développé sur la partie empirique, mais sur la partie théorique, les principes de la médecine relèvent d'une autre discipline, et si le médecin ne veut pas se consacrer à cette discipline, eh bien, il doit les recevoir, les accepter directement de la part du philosophe. Dans un autre texte d'Averroès, au commentaire au poème de la médecine, là aussi au début, Averroès revient sur la question de la définition de la discipline. Avicenne, dans le poème de la médecine, divise, ce qu'il ne fera pas dans le canon, on le verra, la médecine en théorie et pratique. Et au moment de commenter cette division, Averroès critique explicitement Galien pour n'avoir pas mis en place cette division entre théorie et pratique. Et ce qui est vrai, hein, elle n'est pas dans les œuvres de Galien, en tout cas pas de manière structurelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette critique contre Galien lui permet d'expliquer ce qu'est la philosophie naturelle par rapport à la médecine. Il apparaît que manque dans cette définition de Galien la division en laquelle se partage cet art, c'est-à-dire la partie de l'art physique qui s'occupe de la santé et de la maladie. Car la médecine n'enseigne la santé et la maladie, leurs causes et leurs signes, que pour conserver l'une et supprimer l'autre. Et pour cette raison, doit provenir de la connaissance de la santé et de la maladie, ce qui est utile pour la pratique. Quant à la science naturelle, la philosophie naturelle, son objectif à propos de la connaissance de la santé et de la maladie est la connaissance seulement. On retrouve cette idée de connaissance pure. Et pour cette raison, il est nécessaire que du maître de la science naturelle proviennent ces deux connaissances, à la savoir la santé et la maladie, pour ce qui, dans leur nature, concerne le corps humain. Donc le philosophe naturel, lui, saura dire au médecin ce qu'est la santé, ce qu'est la maladie. Et le médecin, lui, se consacrera à l'application concrète de la thérapeutique. Deux autres courts textes qui montrent que cette vision est répétée inlassablement par Averroès. Premier, donc toujours à la suite dans le commentaire au poème de la médecine. On appelle théorique la partie qui, dans la science que la médecine partage, est la science naturelle. Donc là, c'est clair. Hein. Dans la médecine, la partie théorique, c'est la science naturelle, la philosophie naturelle. Et je veux dire, par théorique, le fait que le but qui est recherché est la science seulement et non la pratique. Autre texte, dans le Colligette. Pour la connaissance de ces parties de l'art, Hippocrate considère que la vie humaine est trop courte quand il dit « la vie est courte ». C'est donc le premier aphorisme. Mais dit Averroès, ça c'est vrai pour la partie pratique de la médecine. On n'est jamais assez expérimenté comme médecin. Mais pour ce qui est de la partie rationnelle, là, elle n'est pas trop courte. Donc pour la partie rationnelle, théorique, pour la philosophie naturelle, la vie n'est pas du tout trop courte pour comprendre les principes qui régissent la médecine. Ça ne fonctionne, donc ce que décrit Hippocrate dans sa médecine ne marche, dans cet aphorisme, ne fonctionne, n'est valable que pour la partie pratique, en réalité. Donc une idée quand même très forte. Et ça explique pourquoi Averroès écrira ses ouvrages de médecine, disons dans son temps libre, entre deux commentaires d'Aristote. On voit que cette idée est reprise et même systématisée dans son commentaire aux Seconds Analytiques. Je vais juste passer très vite. Il évoque les arts qui se divisent en théorie et pratique. C'est le cas des arts qui se divisent en théorie et pratique. Il semble que c'est pour cette raison qu'Aristote affirme que ces sciences sont presque synonymes, donc il cite le passage des Seconds Analytiques, car on estime généralement qu'il s'agit d'une seule science, que la médecine, enfin, ces arts qui se divisent en théorie et pratique sont uniformes, unifiés, comme l'art médical pratique ou expérimental par rapport à celui dit rationnel, mais alors qu'en réalité, ce sont deux sciences différentes. Donc là, c'est une position encore plus radicale. En fait, ce sont deux sciences différentes. Médecine théorique et médecine pratique ne relèvent pas du tout de la même discipline. Un petit tableau rapide. Donc, médecine théorique, médecine pratique. Bon, c'est un tableau qui n'est finalement pas très utile, j'espère avoir été suffisamment clair. Pour rappeler, le fondement, c'est le raisonnement pour la théorie. Le but est la connaissance, et c'est une science, certaine. En revanche, pour la médecine pratique, son fondement est l'expérience, son objectif est l'action, et son type est un art, donc stochastique, donc incertain. Alors, quand j'ai présenté donc cela, on voit qu'il n'y a pas de théorie médicale, propre. La théorie médicale est tout entière comprise dans la philosophie naturelle. Et évidemment, cette conception est extrêmement différente de celle qu'Avicenne avait mis en avant dans le canon. Je vais juste vous montrer, vous lire. Alors, j'ai fait un magnifique schéma qui est très moche, mais on va lire le texte ensemble. Ce que dit Avicenne au tout début du canon à propos de cette division entre théorie et pratique. Donc, il écrit avant Averroès, parce qu'il répond à des gens qui, en fait, sont sur la position d'Averroès. En fait, il répond probablement à une position comme celle de Farabi. Et quand on dit de la médecine qu'elle est théorique et pratique, il ne faut pas considérer que le but en ceci est qu'une partie de la médecine soit la doctrine de la science et l'autre l'exercice pour la pratique, comme le jugent beaucoup de ceux qui examinent cette position.
Mais il faut que tu saches que ce que l'on veut par cela est autre chose, à savoir qu'aucune des deux parties de la médecine n'est autre chose que de la science. L'une étant la science des principes de la médecine, et l'autre la science de la manière de l'exercer. Donc le schéma, en fait, on devrait ajouter quelque chose. Au-dessus de la médecine, évidemment qu'il y a la philosophie. Hein. La médecine, évidemment, est en dessous de la philosophie. Mais médecine théorique et médecine pratique relèvent d'une science et sont bien distincts de la pratique effective qui dépend des deux, en réalité. Donc une conception absolument différente de celle d'Averroès. Et je pense qu'ici, on comprend pourquoi des gens comme Ibn Zur, donc le père, ou le grand-père, selon ce qu'on veut, refusent une telle conception, une conception philosophique de la médecine, ou en tout cas qui fait une place à une théorie médicale autonome avec une visée scientifique. Alors, du coup, les critiques d'Averroès sont extrêmement nombreuses vis-à-vis des médecins qui osent s'aventurer en philosophie. Alors, bon, j'ai mis un exemple, mais je ne vais pas le lire. Hein, on peut lire juste la première phrase. C'est à propos de la complexion, un thème qui relève de la médecine théorique. Ce sont là des propos qui sont affirmés en philosophie naturelle par des démonstrations appropriées et structurées, et quand les médecins s'efforcent d'étudier de telles choses dans les arts de ce type, leurs paroles ne sont ni appropriées, ni structurées, etc., etc. Lisons la dernière phrase. Et de tels propos, donc de Galien, sembleront fort légers à qui aura étudié la logique, même pendant peu de temps. Donc, pour Averroès, et ça c'est un exemple parmi des dizaines d'exemples, hein, les médecins, quand ils s'aventurent en philosophie, à partir de leur connaissance médicale, hein, ils peuvent tout à fait être philosophes par ailleurs, comme l'est Averroès, mais quand ils partent des individus qu'ils traitent pour en tirer des conclusions générales, ils ne font pas des démonstrations appropriées, ils se trompent nécessairement. Alors, du coup, pourquoi écrire de la médecine? Pourquoi Averroès a-t-il écrit des ouvrages de médecine? Eh bien, dans un passage du Colligette, mais qui n'est pas au début, ce qui fait qu'il a souvent échappé, enfin, je crois qu'il a toujours échappé au lecteur, il donne en fait une explication de son but en écrivant le Colligette, c'est-à-dire son ouvrage de médecine théorique. Je vais lire en entier ce texte qui est un peu long, mais qui donne vraiment, je pense, une très belle image de ce qu'il conçoit comme étant, comme devant être, le rôle du philosophe médecin et du médecin, disons, praticien. Jusqu'ici, nous avons parlé rapidement des maladies et des accidents selon ce qui nous a semblé suffire, car mon but dans ce livre n'est que de donner des règles qui forment les principes de l'art de la médecine pour tous ceux qui veulent utiliser dans cette science un chemin plus noble, et également pour ceux qui veulent ensuite le compléter par des choses particulières de cet art avec ordre et méthode. Et sache que comparer ce livre à la totalité de la science, de cette science, donc de la médecine, est comme comparer les bases du métier de l'artisan au métier de l'artisan lui-même. Et de même que les peintres dessinent d'abord le contour des figures qu'ils veulent peindre, et ensuite les remplissent de choses particulières avec diverses couleurs, jusqu'à ce que la figure soit convenablement remplie, de même, nous avons voulu faire cela avec notre livre. Et si Dieu nous concède une longue vie et nous protège des accidents du temps, nous ferons un autre livre en pratique correspondant à cet ordre excellent, donc celui qu'il a donné dans le Colligette, selon ce qui est fait dans ce livre du Colligette, et qui remplira tout le contenant de cette science. Donc, Averroès se voit comme celui qui fait le disegno, le dessin, et les praticiens vont remplir les cases, les espaces laissés blancs, avec les couleurs, c'est-à-dire les expériences concrètes qu'ils ont pu faire. Alors, Averroès ici évoque le fait qu'il voudrait écrire un traité qui remplirait le cadre qu'il a fixé. Il ne l'a jamais fait. À la fin du Colligette, il a écrit en 2 temps, mais au tout début de sa vie, il a écrit une première version, il pensait encore avoir peut-être le temps de le faire. Il renvoie, pour le contenu, à Ibn Zur, donc son contemporain, ou quasiment contemporain, en disant « Il n'y a aucun doute que l'art de la médecine doit prendre en compte autant qu'il est possible les questions particulières, dont nous traiterons à un moment où nous serons plus libres, etc. Ainsi, celui qui trouve que ce livre, donc mon livre, le Colligette, manque de cette partie, doit consulter les autres traités de médecine. Parmi eux, le meilleur est le livre appelé At-Taysir, composé à notre époque par Abou Marwan Ibn Zur. Je lui ai demandé ce livre et je l'ai recopié pour moi-même. » Pour finir, donc, je vais juste très rapidement, je pense qu'il me reste peut-être 5 minutes, regarder qu'est-ce que c'est que ce livre de Ibn Zur. Finalement, à quoi renvoie Averroès en renvoyant à ce Taysir. Ce livre d'Ibn Zur, en réalité, est un ouvrage de médecine pratique qui traite des maladies, qui est organisé de manière plus ou moins structurée par organes, mais en fait plutôt moins que plus, et qui surtout n'a aucun prologue. Le prologue est simplement une reconnaissance, une petite dédicace, mais très rapide, à un personnage qui n'est pas mentionné, et ensuite on rentre de but en blanc dans les affections, je crois qu'il commence par le rhume ou la digestion, je ne sais plus, les problèmes de digestion, et donc il n'y a pas du tout d'exposé théorique sur ce qu'il a voulu faire.
Du coup, on est un petit peu démuni si on essaie de comprendre le but de ce taïsir. Mais si on regarde dans le détail le texte, alors évidemment il est assez long, on voit quelques mentions qui montrent que la conception qu'avait Averroès du rapport entre les questions philosophiques et les questions médicales est reprise par Ibn Zur, fils donc, le fils de celui que j'ai évoqué en introduction. Je vais choisir un seul exemple, qui est le plus significatif à vrai dire, celui de la question de ce qu'on appelle le cardiocentrisme, c'est-à-dire la question du rôle du cœur au sein du corps humain, et notamment la question de savoir, une question double, le cœur est-il à l'origine de la sensation, comme le pense, disons, grossièrement Aristote, ou bien est-ce le cerveau, comme le pense Galien, et donc d'un côté les philosophes, de l'autre les médecins. Évidemment, Averroès, lui, sera du côté d'Aristote. Autre question qui est liée, y a-t-il un unique principe dans le corps, c'est-à-dire le cœur, ou trois principes, cœur, cerveau et foie, comme le disent les médecins. Sur ce point, donc, ce point est évoqué à 3 reprises dans le Taïsir, de manière complètement incidente, on va le voir d'ailleurs, Ibn Zur s'en excuse lui-même. La première fois, c'est à propos, justement, quand il présente les maladies du cœur. Le cœur, donc, on ne va peut-être pas tout lire, mais si vous regardez le premier paragraphe, il oppose clairement le philosophe et le médecin. Donc il dit le cœur est la source de la force conservatrice des corps donc, vivants par l'esprit vital et la respiration qui est au service de cet esprit. Toutefois, dans la conception du philosophe, sous-entendu d'Aristote, le cœur est comme la source de toutes les forces et esprits. Ce point de vue a été contesté par d'autres, sous-entendu les médecins, qui considèrent que le cœur est la source de l'esprit animal, que le foie est la source de l'esprit naturel, etc., et que le cerveau également joue un rôle. Que dit-il dans le paragraphe qui suit? Donc, il a évoqué cette question, qui est quand même un point crucial de la physiologie. Cette recherche n'est pas utile au traitement et ne fait pas partie de ce que le médecin doit absolument vérifier. C'est un point obscur qui fait l'objet de divergences depuis des milliers d'années. Et ce qui est utile à la pratique médicale et qu'il n'est pas possible à un médecin d'ignorer s'il veut être médecin, c'est ce qui suit. Et il va rentrer vraiment dans le détail concret du traitement des maladies du cœur. Bon, on retrouve la même chose un peu plus bas, toujours dans ce paragraphe, invocation directe d'Aristote et de la contestation des médecins. Je lis juste les 2 derniers paragraphes. Tout cela est le point de vue du philosophe naturel, qui n'apporte rien au traitement. Ce livre n'a d'autre dessein que ce qui est utile au traitement ou efficace contre un mal. Donc, clairement, il se limite lui-même, même si, très rapidement quand même, il évoque ces questions, mais il se limite au traitement et il considère qu'il ne doit pas rentrer dans ces débats philosophiques. Et d'ailleurs, il dit juste après, le discours m'a conduit à m'écarter de mon propos, revenons-y, et après, ce sont des listes de médicaments. Autre passage, à nouveau sur le cœur. Ici, Galien est évoqué explicitement. Donc, le cœur est un organe principal noble. Quant à l'opinion du philosophe et de tous les péripatéticiens, elle lui accorde un rôle primordial dans le corps. La doctrine de Galien et de tous les médecins lui confère un des rôles directeurs dans le cœur, etc. Selon la théorie d'Aristote, c'est du cœur que procèdent tous les mouvements, qu'ils soient volontaires ou naturels. Quant à ce que pensent l'ensemble des médecins, si le cœur n'est pas le seul à occuper la fonction principale et prééminente, il demeure l'un des 4 organes principaux, puisqu'on ajoute les testicules. Tout en étant l'un de ces organes, il occupe le plus haut rang et la plus noble fonction. Vous voyez que, sans rentrer trop dans le détail, il ménage un peu la chèvre et le chou en disant s'il n'est pas le seul à être organe principal, il est le plus important des 4, et donc, pour le traitement, ça suffira. Bon, un dernier passage, mais je ne vais pas m'attarder. Juste le dernier paragraphe. Ce livre ne suffirait pas à discuter l'opinion de l'un et de l'autre, de Galien et d'Aristote. L'existence est témoin de ce que le cœur est le principe pour les mouvements de déplacement naturel, etc. Quoi qu'il en soit, la place que tient le cœur dans le maintien de la vie est considérable, et ça, c'est tout ce que doit savoir le médecin. Dernier extrait, qui n'est pas cette fois tiré d'un texte de pratique, mais du commentaire au poème de la médecine d'Avicenne par Ibn Tumlus, donc l'élève d'Averroès, pour vous montrer qu'Averroès n'est pas isolé. Ce n'est pas un personnage qui a seul eu cette théorie. Il se place vraiment dans un contexte où l'ensemble des médecins et philosophes pensent la même chose que lui. Voilà ce qu'il donne comme définition de la médecine, et si vous avez retenu ce qu'on a dit au début, vous verrez que vous retrouverez exactement la définition d'Averroès. Il faut s'en tenir au discours de celui qui l'a défini, en l'occurrence Averroès, comme un art opératoire fondé sur des principes suffisants, petite différence quand même de contenu, qui permet de guérir la santé de l'homme et de guérir la maladie autant que possible. Et cette définition, nous l'avons trouvée plus conforme à cet art que celle de l'ensemble des auteurs. Donc, la définition d'Averroès, qui est le fondement de cette séparation entre théorie et pratique, eh bien, son élève, Ibn Tumlus, la reprend et, telle qu'elle, mot à mot, et la pose au fondement de son explication de l'ouvrage d'Avicenne. Alors terminons
en conclusion, pourquoi ce refus du canon d'Avicenne? Je pense que c'est fondamentalement, outre dans le détail, il y a énormément de problèmes de détail, hein, parce qu'Avicenne ne se contente pas d'affirmer des choses théoriquement, c'est que concrètement, sa médecine est tout à fait cohérente avec sa philosophie, et du coup, il est amené à de nombreuses reprises, bien qu'il dise lui-même qu'il ne le fera pas, à traiter de questions philosophiques au sein du canon. Mais je pense qu'à la base de ce problème, il y a le refus de l'idée qu'il puisse y avoir une théorie médicale propre qui ne soit pas dépendante strictement de la philosophie naturelle. Et cette position n'est pas seulement la position d'Averroès, ça c'était déjà connu, mais je pense que c'est une position générale en Al-Andalus au XIIe siècle, qui est en fait la position que Farabi soutenait grosso modo au Xe siècle, et la tradition andalouse en fait est une reprise de cette tradition. Du coup, sur quelles références peuvent se baser les médecins, sur quelles autorités peuvent-ils se baser pour travailler? Eh bien, évidemment, Averroès lui-même dit que le meilleur de tous les médecins qui ait jamais existé, c'est Galien. Mais Galien a fait des erreurs, et donc on doit se baser sur ces textes philosophiques relus et commentés, expliqués, corrigés, à travers une relecture aristotélicienne, par Ibn Bajjah ou par Averroès, de ces textes. Autre texte possible, le Colligette. Averroès a volontairement écrit ce texte pour fournir ce qu'il considérait comme étant inexistant, un texte de théorie médicale qui ne soit qu'un texte de théorie médicale et qui soit totalement cohérent avec l'ensemble de la philosophie. Il se trouve que le Colligette a eu assez peu de succès dans le monde arabe, où il est quand même connu, mais il n'a pas connu une énorme diffusion, du moins d'après ce que l'on voit en voyant le nombre de manuscrits. En réalité, en Al-Andalus, le texte qui a eu un énorme succès, c'est le poème de la médecine d'Avicenne. Bizarrement, si le canon n'a pas été commenté, moi que je sache, en Occident musulman, en revanche, le poème de la médecine a été commenté à de très nombreuses reprises par Averroès, par Ibn Tumlus, son élève, mais aussi au XIVe, au XVe siècle. On a plusieurs commentaires qui ont été étudiés par le nom m'échappe, Renaud, je crois. Donc plusieurs commentaires jusqu'au XVe siècle du poème de la médecine. Or pourquoi ce texte, qui est bien d'Avicenne, plutôt que le canon? Eh bien parce que le texte d'Avicenne, précisément, divise dès le départ, et le texte est tout entier divisé en médecine théorique et médecine pratique. Et c'est une médecine qui est, disons, plus dépendante de la tradition médicale, disons, de la fin de l'Antiquité, galénique, mais qui reste le plus souvent compatible avec la philosophie, puisque Avicenne n'y introduit pas, ou très peu, de questions philosophiques, disons, propres, qui lui sont propres. Et ces commentaires, justement, servent à corriger les éventuelles erreurs philosophiques, et évidemment aussi médicales, il ne s'agit pas que des commentaires philosophiques, qui avaient pu être faits dans cet ouvrage. Resterait donc à étudier, je pense, pour la fin du Moyen-Âge, qui n'a pas encore été fait, la question de cette répartition qui me semble apparaître entre, d'un côté, en Occident musulman, l'influence du poème de la médecine, on a quand même une quarantaine de manuscrits de ce texte, et de l'autre côté, plutôt, en Orient, l'influence du canon, qui est vraiment le manuel et qui est commenté à de très multiples reprises à partir du XIIe siècle. Pour finir donc, je pense ne pas avoir trop débordé, j'avais donné comme titre donc que le médecin ne doit pas être philosophe, pour évidemment paraphraser, comme l'a rappelé Daniel Jacquard, le titre de l'ouvrage de Galien, que l'excellent médecin doit aussi être philosophe. En réalité, ce texte de Galien était connu d'Averroès, qui le mentionne dans son commentaire au De Complexionibus de Galien, et d'ailleurs en trouvant que c'est un très bon texte, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une critique de cet ouvrage. Donc, Averroès n'est pas contre l'idée que le médecin doit être philosophe, mais il le comprend, je pense, de manière tout à fait différente. En réalité, pour un peu simplifier, je dirais que l'excellent philosophe-médecin doit être philosophe. C'est-à-dire, un Averroès, s'il veut écrire en médecine théorique, il doit absolument être philosophe. En revanche, l'excellent praticien ne doit surtout pas être philosophe. Parce que s'il est philosophe sans appliquer la méthode de la philosophie, il ne pourra que tomber dans l'erreur. Et Averroès, comme son prédécesseur Ibn Bajjah ou son successeur Ibn Tumlus, sont là comme des sortes de gardiens de la doctrine philosophique pour éviter aux médecins de semer le trouble au sein de la discipline. Je vous remercie.